belle famille, j'ai des personnes qui sont contentes de venir ici pour la situation sociale avec, pour la protection, pour la biodiversité, avoir de l'eau, pour la femme, Comment était la passion des gibbons et quel a été le déclic quand tu étais enfant? J'ai toujours été passionné par les singes de manière générale. Ouais. Et c'est à la rencontre de mon arrivée aux États de la France, où avec les deux enfants, j'avais vu des singes qui m'arrivaient encore plus tristes que les autres, je veux dire. C'est comme ça que je me suis intéressé à eux. Tu es parti il y a 18 ans en Indonésie avec très peu de moyens. Qu'est-ce qui t'a donné le courage de te quitter en fait? En fait, j'ai pas eu l'impression de j'étais dans le prolongement de quelque chose. Ouais. C'est-à-dire que j'ai passé 5 ans à aller faire un parc, quand j'étais très sur les décisions de partir en Asie, là où je suis une voiture avec un cheval. Ouais. Donc du coup, j'avais pas non plus beaucoup d'attache, justement parce que j'étais jeune. Donc c'était pas que tout laisser derrière moi, c'était plus commencer quelque chose de nouveau. Ouais. Le surnom de famille, je veux dire gibbon en taille, t'a-t-il été donné à cette époque? Que représente-t-il pour toi aujourd'hui? Alors oui, mon premier voyage, quand c'était pas en Indonésie, c'était en Thaïlande. Les gens n'arrivaient pas à prononcer mon vrai prénom Aurélien. Ouais. J'ai commencé à m'appeler Gibbon, Camille. Et pour moi, ça me avoir un prénom, un surnom maintenant, Ouais. ça me convient très bien. Quel rôle ont joué des personnalités comme Muriel Robin dans tes livres? Mais c'est elle qui m'a contacté alors que j'avais étudié les politiciens qui voulaient partir justement en Asie. Donc elle m'a aidé financièrement pour partir. Et aussi elle m'a donné des petits enfants. Ensuite, l'entreprise qui est arrivée, elle m'appelle un jour. C'est une grosse surprise. Et grâce à elle, j'ai fini peur en avion. J'ai continué à faire. Peux-tu nous présenter l'association Calaouette aujourd'hui? Combien de gibbons avez-vous sauvé et combien d'hectares de forêt protégée? Dans notre centre, actuellement, on a 297 millions pour la suite. On en reçoit plus depuis 2019. On se focalise sur la création de réserves pour les sauver lorsqu'ils se portent dans les arbres. Aujourd'hui, on a 3328 hectares de forêt protégée et cette semaine-là, on va faire une plantation de encore de 56 hectares. On a grandi. Voilà, exactement, on a grandi. Vous avez récemment atteint près de 3000 hectares de forêt protégée. Comment avez-vous réussi à créer et sécuriser ces terres face à la pression des plantations? En fait, on fait du foncier et on se rend compte que localement, même face à l'industrie de l'huile de palme, tout ça, localement, on peut avoir de l'histoire parce que les villageois vont toujours travailler avec nous, parce que c'est nous qui payons leur droit à la terre, et on va perdre la partie. Donc, il faut toujours avoir du foncier des terrains pour protéger la forêt et les animaux. Donc, c'est une alternative qui est beaucoup plus intéressante pour les gens. Okay. Comment fonctionne le centre de réhabilitation des gibbons? Quel est le processus pour les réintroduire dans la nature? Alors, le processus des grands singes, que ce soit gibbon ou autres grands singes, c'est toujours très compliqué. Les objectifs de rentrer là-dedans chez les humains. Il y a d'abord tout l'aspect médical, s'assurer qu'ils n'ont pas été infectés par des maladies humaines. Ensuite, il faut faire en sorte qu'ils reprennent leurs habitudes des gibbons. Les gibbons, dans la nature, ils vivent dans la canopée. Ils vivent pas au sol. Donc les infrastructures doivent permettre ça, de fermer des coups, les gammes, Ça veut dire parce que j'ai fait un stage dans un parc animalier, vous avez des gibbons, et du coup, ils m'ont expliqué un petit peu. Voilà, donc il faut des structures familiales pour les relâcher, mais ce qui est compliqué, c'est qu'ils sont territoriaux. Donc on ne peut pas les relâcher où il y a déjà des gibbons. Ça, c'est le. Vous êtes une garde de territoire. Exactement. Ça, pas comme les lémuriens. Ah oui, Ça va. d'accord. On m'a expliqué que certains lémuriens sont très territoriaux aussi. Voilà, c'est pareil. Quels sont les principaux dangers qui menacent encore les gibbons et les forêts de Bornéo aujourd'hui, comme la déforestation, l'huile de palme, le braconnage et les feux de forêt? Alors, principalement, ça va être toujours la conversion de la forêt en plantation de famille à huile. Donc, il vient s'ajouter à ça l'industrie du charbon. Et toute cette activité humaine et destruction a menacé des incendies. Donc, c'est une combinaison de tout ça qui fait que les gibbons perdent leur habitat. Et du coup, les autorités là-bas, on va dire de ton côté ou du leur en fait? Mais les compagnies, elles ont aussi des gouvernements pour s'installer, etc. Après, le problème, c'est qu'elles ne respectent pas forcément la législation. Il y a des concessions qui sont attribuées, mais on se rend compte que la déforestation va bien au-delà. As-tu reçu des menaces en cas de forte opposition locale ou industrielle?
changement de temps, c'est vraiment des menaces, c'est toujours lié à des grands animaux. Ce qui m'a toujours sauvé, c'est toujours les populations locales elles-mêmes qui elles étaient de notre côté. Comment gères-tu le découragement face à l'ampleur du problème environnemental en Indonésie? Je le gère car je sais que localement on peut faire la différence. Si on regarde de trop haut, trop globalement, c'est déprimant. Quand on regarde au niveau local, on peut pas avoir des... Quel est l'impact du changement climatique que tu observes directement sur le terrain? On a des sécheresses de plus en plus longues, notamment lorsqu'il y a El Niño, où on peut avoir 6 mois, 1 an, parfois sans pluie. Et c'est notre principal utilité des tempêtes. Tu vis avec ta famille dans la forêt, comment s'organise une vie normale au milieu de la jungle? Qu'est-ce qu'une vie normale? Notre vie au quotidien, c'est plusieurs autarcie. Nos voisins, c'est les animaux, et puis il y a quelqu'un qui est pas loin. On s'organise pour faire venir une fois par semaine de la nourriture, tout ça, de la vie aux humains, qui arrive en bateau. C'est une organisation qui est différente. Et du coup, comment tes enfants vivent cette immersion totale dans la nature et auprès des animaux? Ça fait partie de leur quotidien. C'est leur normalité, justement. Et même en grandissant, maintenant, mon fils a 23 ans et il vole de ses propres ailes. La nature, les animaux, la maison, justement, c'est un ancrage important. As-tu réussi à transmettre ta passion aux générations suivantes en Indonésie? Alors, transmettre, je ne sais pas. En tout cas, on est très suivi et très écouté par les Indonésiens, par cette grande communauté. Ça, c'est une grande fierté d'être soutien et d'être suivi par les... Quel message adresses-tu aux jeunes qui veulent s'engager pour l'environnement? De justement regarder localement. Ne pas être toujours déprimé par la vision globale des choses, c'est compliqué, on a l'impression que des nouvelles nouvelles. Alors que si on regarde plus localement, on peut s'apercevoir encore une fois qu'il y a aussi des bonnes nouvelles. Penses-tu qu'il est encore possible d'inverser la tendance de destruction des forêts tropicales? Inverser, je ne sais pas, on peut la freiner et on peut sauver des choses encore. C'est ça qui peut sauver cet élément. J'espère qu'on va pouvoir arriver à renverser les choses, ça va important. Quel rôle peuvent jouer les citoyens français ou européens dans ton combat, que ce soit des dons, de la consommation responsable, de la c'est un peu tout ça. Ouais. On a toujours besoin de dons, effectivement, pour exemple, le ministère vient de la forêt en des dons mensuels pour nous aider à financer les bâtiments, tout ça. Ensuite, une consommation responsable et envoyer un message fort comme quoi on ne veut pas consommer plus de panne, ça aide aussi. Et puis politique aussi, quand le gouvernement français a des liens étroits avec la Bolivie, en exigeant de sauver les pays. Tu as écrit plusieurs livres, comme par exemple À tête singe et plein d'autres. Qu'est-ce que l'écriture t'apporte dans ton combat? L'écriture, c'est un moyen d'expliquer concrètement ce que je fais sur place. Quand j'ai pas le temps de faire à travers des interviews et tout ça, d'expliquer la réalité du terrain, notre travail concret, et j'ai aussi un exutoire à un moment donné de dire, voilà, c'est pas le montagne. Si tu avais un super pouvoir pour sauver une espèce ou un écosystème, lequel choisirais-tu et pourquoi? Super pouvoir. Super pouvoir, ce serait de rendre les gens immédiatement sensibles à l'environnement. Dans le culture indonésien et un peu plus de mon super écologique. Quel est le plus beau cri de gibbon que tu aies jamais entendu? Plus beau, je ne sais pas, je ne saurais pas te dire. Il est plus beau, ils sont tous uniques. Et je ne saurais pas te dire, non, il n'y en a pas un. Beaucoup. As-tu déjà chanté ou communiqué avec un gibbon sauvage? Alors communiquer, non, pas vraiment. Les chants, c'est vraiment lié à leur territorialité. Donc c'est pas une bonne idée d'être ami avec le gibbon, de les imiter. Ouais. Le langage corporel, c'est le vrai langage du gibbon dans la cellule familiale. Il n'y a pas de vocalisme, ça passe par des regards, des positions. Si tu n'avais pas choisi ce combat, quel métier aurais-tu exercé? Tellement proche depuis très jeune, j'ai jamais imaginé. Quelle est la chose la plus folle ou inattendue qui soit arrivée en 25 ans en Indonésie? Je pense que c'est mon estimation d'un mois dans la forêt, ça avait été l'arrière de l'hélicoptère dans la forêt d'Arnaud, ça a été un mois, c'est tout marquant. Sinon, hormis les garous, d'autres animaux sauvages, ah oui, le
été dernièrement, là, dans les dernières années, c'est me retrouver très très proche à 2 mètres dans le grand mal et rongeant en polaire. Parce que pour moi, il y en avait un autre. Et pour des raisons territoriales, effectivement, un grand mal qui est régulièrement et qui est très très proche. Je m'ai ignoré, hein, mais pour un privilège de Comme des élans, c'est arrivé régulièrement. faire des jeux. Pendant l'expédition d'un mois, mon chien a été avalé dans le feu. Mais bien sûr, cancer, Tu devais décrire ton parcours en 3 mots ou en 3 étapes, et quelles seraient-ils? C'était plus dans ça passe. En fait, c'est pour faire général en fait, dans l'édition. Vraiment pour finir mon global, passion, obstination, engagement. Et pour toi, ce ne serait pas tes idées, c'est quoi comme autre animal qui va nous sauver? Je pense que je sais pas, c'est peut-être les écosystèmes. Là où je sens que j'aurais pu faire la différence, c'est là où je pense que je pense que les millions, c'est que j'étais gamin et que j'avais besoin d'un attachement à ces animaux-là qui étaient là à ce moment-là. Mais quand j'étais en sud de la France, je passais du temps avec les sangliers à essayer de saboter les bâtiments des chasseurs parce que les sangliers les choses organisées. J'aurais dit la même chose si j'étais resté en France. Et sinon, particulièrement un truc qui te plaît en priorité, genre le numéro 1, le bois. De français, de savoir que c'est un peu plus que l'histoire, d'arriver à trouver un hectare de forêt ou une gestion de J'imagine que pour avoir un hectare, c'est ça. Il y aura un combat, donc quand il arrive, tu sais que ça fait la différence. Ça te dit que ça y est, c'est. Je sers à quelque chose. Et je sais pas si tu as entendu, c'est un peu autour du monde, au niveau de Marignan, quand on tourne et tout, ce que l'État français veut faire. J'ai pas vraiment suivi ça de loin. Ouais. Je sais que les orques vont partir en Espagne, à Tenerife. Apparemment, ils veulent même faire les deux trains avec. Les deux trains à hauteur de Espagne. Ils veulent même occuper les orques en fait. D'accord. Donc, je sais pas si. Je pense qu'avant tout, il ne faut pas oublier la bonne nouvelle qui est qu'on interdit les shows avec des châteaux. Ce que je veux dire, c'est que la problématique individuelle de ces orques et dauphins, elle est dramatique, elle est problématique de tout. Mais il ne faut pas oublier la bonne nouvelle, c'est quand même que c'est une époque où justement ça a plus direct. Alors, je ne sais pas si c'est un sacrifice qu'il faut faire de devenir de ces animaux, mais on a tendance à oublier qu'avant tout, c'est comme les cirques ça va être compliqué de placer des animaux et tout ça, mais il ne faut pas oublier la bonne nouvelle qui est que c'est la fin de quelque chose. Moi aussi, parce que j'ai un peu entendre un peu partout. Je m'intéresse un peu, je fais d'autres trucs sur la cause animale, j'ai pu entendre un peu dire. C'est comme ça que le sanctuaire où ils veulent les envoyer là-bas en Espagne, il n'y a pas une très bonne réputation. Ouais, j'ai eu des idées aussi, mais. J'ai déjà eu 5 orques qui seraient déjà morts en fait. Ouais, non, c'est malheureux. Je crois qu'il n'y a pas de. Même Beauval, c'est pas une solution. Beauval, moi, ça doit faire de savoir que les gens de Beauval. Je ne pense pas qu'il y ait de toute façon, il n'y a pas de solution miracle. Mais je ne veux pas dire que c'est un mal pour un bien, mais il ne faut quand même pas oublier la bonne nouvelle, c'est que après ces animaux-là, il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus dans les delphinariums. Donc voilà, j'essaie d'être. Quand même, moi je trouve quand même que là ils étaient un petit peu bien, parce qu'ils étaient quand même un peu protégés de les menaces qui pèsent sur eux aussi. Alors c'est les arguments de la captivité, moi j'avais ce discours-là, hein, mais aujourd'hui, avec le temps, je l'ai quasiment plus parce que tu vois les animaux à l'état sauvage, tu te rends compte que la captivité, quelle qu'elle soit, ça reste mental. Ah ouais. Les orques, la population des orques, je ne sais pas, mais je ne pense pas que sur la planète, donc on protéger de quoi à Marignane. Ouais.
là, parce que certaines photos, parce que je connais le ministre de la transition politique, Ah oui. il a expliqué. Il y a la brique, il y a un gros morceau comme ça qui est tombé dans la Maryland, bloc. Ouais, à Maryland, dans un des bassins en fait, mais il m'a pas dit plus, mais il m'a juste dit comme quoi tu tombais sur un des bassins. C'était un des bassins. Je ne sais pas si ça vient des orques ou des points. Oui, bah, Ça n'en fait pas, c'est dans notre côté en fait. Parce qu'en fait, ils font une pression au préfet là-bas, mais ils regardent le ciel, on va dire. Le ciel est plus intéressant que de bouger, on va dire. ok. D'accord. On va revenir sur la dernière petite question. D'accord. As-tu un petit mot pour la fin? Mon mot pour la fin, ce serait pour ceux qui veulent s'engager pour l'environnement, Ouais. de rien lâcher, de croire, et encore une fois, de ne pas être découragé par les messages négatifs qui parlent de la situation globale. Encore une fois, il y a plein de victoires à remporter, il y a plein de choses à sauver, il faut garder le calme. Merci. Tu fais 2 secondes. Tac.